Elisabeth Lévy, Françoise de Gois, dites-le franchement, est-ce que la présence de députés LFI est souhaitable quand même? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas l'attitude de LFI a le droit d'être c'est républicain, c'est les UJAS, etc. Oui. Mais quelle intelligence politique c'eût été de dire on n'y va pas? Oui, mais ça veut dire qu'implicitement, dans ces conditions... je voudrais finir, s'il vous plaît, parce que vraiment, moi, je suis accablé de la ligne qui est choisie. Je regardais les questions au gouvernement hier, 2 questions de députés LFI, 2 questions sur Gaza. Donc ça veut dire que, en réalité, ils vont à cet hommage en toute insincérité. Ils vont à cet hommage, ils font de la politique avec cet hommage. Donc moi, je suis extrêmement choqué qu'il n'y ait pas cette ouverture du cœur qui fait que on peut blesser des gens. Imaginez les familles des victimes et qui vont être là aujourd'hui. Imaginez ce que c'est pour votre famille, ce que ce serait pour votre famille si vous habitiez dans ce kibbutz, qui en plus était des marchands de paix, c'est-à-dire que même LFI, même la gauche mélenchoniste, elle était plus à droite, si vous voulez, que les gens qui étaient dans ces kibbutz. Imaginez ce chagrin quand vous avez toute la journée, et je ne parle pas de tout LFI, quand vous avez toute la journée Thomas Porte, Ercilia Soudé, Daniel Obono, Alma Dufour, qui toute la journée font des tweets délirants sur le génocide, sur la souffrance des Palestiniens, c'est sur le fait que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, c'est tout à fait insupportable. Et moi, j'ai honte, je vous le dis, j'ai un peu honte pour la gauche. Moi, je trouve ça complètement radioactif pour la gauche. Parce que je ne veux pas être associé au sein de LFI. Oui, justement, par exemple, François Ruffin, et quelques autres. Alors, je pense qu'il y a au sein de LFI des gens qui se sont rendus compte du danger mortel et qui sont sincères. Pour le coup, je pense que Corbière est sincère, je pense. Et j'ai entendu d'ailleurs Manuel Bompard, il est fort Jean-Jacques, parce qu'il a fait dire, il a fait quand même avouer à Daniel Obono qu'elle considérait le Hamas comme un mouvement de résistance, mais Manuel Bompard, je crois pour la première fois dans ce studio, a prononcé le mot pogrom. Et si vous voulez, quel que soit, on peut pas sonder les reins et les cœurs, mais n'oublions pas qu'ils ont des électeurs. Dire cela, c'est aller aussi à l'encontre d'une partie de leurs électeurs en particulier. Et donc, je pense que si LFI avait été, comme vous le dites, avait une sorte d'élan du cœur, ils auraient dit, on va envoyer des gens comme Ruffin, comme Corbière, comme Garrido. Bien sûr, je suis d'accord. Qui n'aurait pas. Alors c'est parce qu'il a aussi un rôle, Mais écoutez, est-ce que Coquerel a dit qu'Israël est un État terroriste. Excusez-moi, il renvoie tout le monde dos à dos. Le problème, en fait, pour ajouter à ce qu'a dit François, c'est que dans leur tweet du 7 octobre, on a le droit de critiquer Israël, il faut arrêter avec... On a parfaitement le droit. Mais il n'y a pas eu, dans leur premier tweet, je me rappelle la morgue de Mathilde Panot, je vais pas dire terroriste, il n'y a pas eu une once de compassion, il n'y a pas eu une once de quelque chose d'un peu brisé. Tous les Français ont été un peu brisés par ces images du 7 octobre. Sauf eux. Alors ça, vraiment, c'est dur à mais moi je suis d'accord sur la présence de LFI, il fallait envoyer des gens qui ne sont pas des répulsifs. Je suis désolé. François Ruffin a été nickel. Je suis une famille qui a vécu le 7 octobre. Ça m'est insupportable de voir arriver Mathilde Panot, que au demeurant, c'est pas la personne, Mathilde Panot ou Éric Coquerel. Ça me serait insupportable. Sur certains points, vous êtes d'accord avec Mathilde Panot? Moi, je suis d'accord sur le social, mais on ne peut pas être d'accord sur tout. Et surtout, on ne peut plus être d'accord sur rien. C'est surtout ça. Bon, je pense depuis le 7 octobre. Dans un instant, il est 8h20, on continue. Tout à l'heure, à 8h30, ce sera Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Vous pourrez prendre la parole également à 9h avec Jean-Jacques, 0826 300 300. Dans un instant, on va revenir sur la politique. On attend toujours le gouvernement. Et puis, alors, je sais pas vous l'attendez, vous tout le monde s'en fout, non, il y a beaucoup de secteurs où ils attendent. Quand même. Non, mais pas que l'éducation, le secteur du logement, les transports, la santé, le commerce, par exemple. Il n'y a pas le Conseil national du commerce. On va signer le Mercosur et on n'a pas... Voilà. Non, mais même les commerçants en France, il n'y a plus de personnes qui s'en occupent, quoi. Même les TPE, il y a plus d'interlocuteurs aujourd'hui pour pouvoir avancer. Pardon, il y a des administrations quand même. Les administrations, oui, sauf que elles sont un peu tétanisées dans ces conditions. Et donc il n'y a pas de décisions qui sont prises. Il est 8h21, ça fait 28 jours qu'il n'y a pas eu donc
pour certains postes des ministres ou des secrétaires d'État. Sinon, on ne nomme plus personne. Le pire, ce serait qu'on se rende compte que c'est pas gênant. Dans un instant, on en parle. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Oui, alors on parlait de politique en fait tout à l'heure, quoi. Il y a aussi une petite déclaration qui n'est pas passée inaperçue hier, qui va peut-être vous faire réagir, Françoise Degois et Elisabeth Lévy, avant l'invité politique, Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure. Le wokisme est devenu une politique de censure. C'est Rachida Dati qui l'a déclaré là hier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non mais c'est un lieu commun. On peut dire que c'est un lieu. Non mais attendez. Oui, je finis. Oui. C'est un lieu commun. Tout le monde le sait. Enfin si vous voulez, on les a vus en marche. Simplement, ce qui n'est pas du tout un lieu commun, si vous voulez, c'est qu'une personnalité de la droite et du gouvernement aujourd'hui le disent, parce que, je vais vous faire une petite confidence, il y a quelques années, parce qu'en plus, elle n'a pas seulement dit le wokisme, elle a parlé du pluralisme dans le service public, ce qui est beaucoup plus important pour moi. C'est la première fois qu'un ministre ou une personnalité de droite, d'habitude en privé, ils vous disent pique-pendre, mais ils ont tellement peur d'être tricards sur les chaînes de service public, si vous voulez, que en public, ils disent jamais rien. C'est la première fois qu'une personnalité dénonce ce véritable scandale. Nous, on en est à 3 couvertures de causeurs sur le sujet, parce que c'est un véritable scandale. Si vous voulez, il n'y a pas de raison que les Français financent des médias idéologisés. Ils ne le sont pas tous, et pour tous quand même. Lesquels ne le sont pas. Je veux pas qu'on recommence ce débat complètement dingue sur l'audiovisuel public qui serait non mais là c'était sur le wokisme en général dans la société. Moi j'en ai marre d'abord sur le wokisme, j'en ai ras-le-bol parce que personne n'est capable de donner une définition claire, précise et universitaire de ce qu'est le wokisme. J'en ai marre des gens qui voient du wokisme partout, comme j'en ai marre des gens qui n'en voient nulle part. C'est-à-dire que il y a des faits, comment dirais-je, de wokisme qui sont absolument évidents. Rachida Dati, elle prend l'air du temps, elle dit le wokisme, c'est une censure. Elle ne sait même pas ce qu'elle veut dire. Comprenez, je veux dire, si on commence vraiment. Mais écoutez, arrêtez, de quoi elle parle? Elle dit que dans le monde de la culture, donc du coup, il y a du wokisme et c'est une censure. Le wokisme, il y a un aspect du wokisme qui est très bien. Wokisme, vous allez dire être réveillé. Être réveillé aux injustices, on a le droit d'être réveillé. Il y a une différence entre, comment dirais-je, changer des œuvres parce que elles ne respectent pas la diversité et s'émouvoir par exemple du sort des peuples premiers, vouloir qu'en Australie les aborigènes aient les mêmes droits que eux, ça c'est du wokisme aussi. Non. Donc c'est totalement du wokisme. Mais non, vous faites comme le wokisme qui sert à stigmatiser, démoniser la gauche, j'en ai ras-le-bol, ça c'est exactement ce que fait Rachida Dati, mais j'en ai ras-le-bol aussi de tous ceux qui voient des fascistes partout et qui voient des wokistes nulle part. Voilà. Bon. Elisabeth, au passage, je signale que on peut être anti-woke et de gauche, c'est ce qu'avait dit Nathalie Heinrich, notamment, qui était invitée de Jean-Jacques Bourdin. Évidemment, il y a une partie de la gauche qui, heureusement, n'a pas cédé à cela. Écoutez, cette histoire que le wokisme, comme l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas, c'est amoureux. Bah non, Françoise, je vous ai écouté, comme l'a demandé Patrick, alors vous allez faire le grand effort de vous taire. Voilà. Donc, je pense que, si vous voulez, je vous rappelle par exemple qu'il y a eu pas de deux sur l'islamo-gauchisme, c'est extraordinaire, le CNRS, ça n'existait pas. Évidemment, si vous voulez, on n'a pas attendu les woke, excusez-moi, pour se rendre compte qu'il y avait des discriminations et vouloir lutter contre. Ça n'est pas absolument pas cela dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est d'imposer une vision du monde dans laquelle il y a des méchants, c'est l'Occident, les mâles blancs, hétérosexuels, etc., etc. Et puis il y a des gentils, les minorités, tout opprimés, les racisés, etc. Les uns ont toujours raison, les autres ont toujours tort. Et c'est enseigné dans nos universités. Donc Françoise, la preuve du wokisme, c'est qu'il s'enseigne, comme on disait, des gâteaux. Je le sais très bien. Donc c'est enseigné dans les universités. Oui. Ça a pignon sur rue, si vous voulez. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que ce sont des minorités qui imposent, si vous voulez, à la société, qui foutent la trouille. Et vous le savez très bien. Non, les gens ont peur. Je sais très bien, les gens ont peur du wokisme. Et donc,
contre-temps sur le wokisme, vous allez m'en donner des nouvelles. Parce que maintenant, vous allez chercher vos idées et vos opinions dans les micro-trottoirs. Elisabeth, les gens s'en foutent. C'est obsessionnel c'est obsessionnel dans un monde. Le wokisme, vous êtes en train de m'expliquer que les gens en ont peur, mais les gens savent même pas ce que c'est. Et en réalité, je pense que vous créez, oui, c'est de la fantasmagorie. Je ne suis pas d'accord avec cette façon que vous avez de fonctionner. Et c'est un courant très classique qu'on connaît. Cette façon que vous avez de fonctionner en mettant tout dans le wokisme, ça me tue, ça me sidère de la part de quelqu'un d'aussi subtil que vous, en fait. Voilà, Françoise. D'abord, je n'ai évidemment pas mis tout dans le wokisme. Je dis simplement que c'est un mouvement aujourd'hui idéologique extrêmement dangereux. À partir du moment où effectivement des employeurs, par exemple, sont terrifiés au moindre tweet, ils lâchent les gens, par exemple. Voilà, si quelqu'un. Mais au moindre tweet, par exemple, si quelqu'un est accusé d'être raciste, même s'il ne l'est pas, eh bien, vous allez voir si demain il y a une, comment on appelle ça en français, une shitstorm, enfin une tempête horrible, si vous voulez, sur les réseaux sociaux pour dire que Elisabeth Lévy est une méchante raciste. Vous allez voir les pressions qu'il va y avoir sur vous pour me virer. Alors vous, peut-être que vous ne céderez pas, mais il y a des employeurs qui cèdent. Il y a des gens qui sont virés. Pour une mauvaise blague. Mais non, c'est ça qu'on appelle. Ça fait partie du wokisme. Mais oui, ça fait partie du wokisme. Non, mais vous prétendez que parce qu'il n'y a pas de définition universitaire, ça n'existe pas. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, Elisabeth, c'est que j'en ai marre des gens qui voient du wokisme partout. J'en ai pas marre de vous, mais en tout cas, cette façon de voir le monde me fatigue chez vous. Et je vous adore, mais j'en ai marre des gens qui voient des woks partout, et j'en ai marre de ceux qui n'en voient nulle part. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faut quand même arriver à trouver un juste milieu, et c'est moi qui dis ça. Il y a Jackie qui réagit là, qui dit le wokisme, c'est éteindre toutes les lumières et affirmer que l'obscurité doit avoir sa part de clarté. C'est pas mal, c'est pas mal. Écoutez, éteindre toutes les lumières, c'est le grand machin. Soyez gentils et respectueux avec nos auditeurs. Je l'adore, Jackie Borda, je n'arrête pas d'un mot encore, Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy. Donc, vous n'attendez rien de ce nouveau gouvernement? Moi j'attends une chose. Oui, vous attendez quoi? Moi j'attends parce que, excusez-moi, je sais qu'il y a d'autres ministères, mais je pense quand même, moi je suis vraiment attristé par le fait que Gabriel Attal ait lâché l'éducation nationale quand j'espérais qu'il allait la remonter. Moi, je suis peut-être naïve, mais j'attends une chose, c'est que François Bayrou, qui n'avait pas été bon à l'éducation nationale, n'y soit pas nommé. Ça, ce serait un très mauvais signal. L'école de la seconde chance, quand même. Oui, ça existe. Hein. Excusez-moi. Écoutez, moi, je on pense apprend que ses erreurs. C'est dramatique. L'éducation nationale, c'est ça le problème. Soit on veut vraiment changer les choses, on veut dégraisser le mammouth, et regardez comment ça termine pour Claude Allègre, ou bien même Jean-Michel Blanquer, d'une certaine manière. Soit on nomme des ministres, Gabriel Attal avec un air comme ça extrêmement proactif. En réalité, il était là aussi pour éteindre les syndicats. On a nommé Jack Lang, Lionel Jospin. Oui, je suis peut-être naïve, j'en conviens. La longue histoire des ministres de l'Éducation nationale, c'est d'abord pour calmer les syndicats. C'est pour ça, d'où le désastre. Mais Bayrou serait un formidable édredon, c'est ce que je veux dire. D'où le désastre. Bon, pour vous, Oudéa Castéra ne va pas rester. Elle ne peut pas. Non, elle ne peut pas. Ça paraît quand même très compliqué. D'abord, ça paraît effectivement compliqué qu'elle reste. Et moi, je vais vous dire, si Madame Oudéa Castéra avait dit, j'ai mis mes enfants à Stan et c'est mes oignons, ça me regarde. L'école privée, c'est aussi l'école de la République. Et en plus, vous savez parfaitement qu'il y a des problèmes à l'école publique que je vais m'employer à régler. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais non. Si vous voulez, c'est pas l'inaudit qui sont. Elle n'est pas outillée politiquement. Elle a mal communiqué au démarrage. Mais surtout, elle a menti. Elle a menti, c'est ça le problème. Moi, je suis d'accord avec Elisabeth. Elle aurait dit j'assume, mais ça vous regarde pas. Allez aux fraises, on va aux fraises et puis c'est tout. Mais ce qui est évidemment complexe dans ces conditions, c'est qu'il y a une petite bataille entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal à travers ça. Intéressant ça. Ouais, ça c'est intéressant, et notamment sur François Bayrou, parce que Emmanuel Macron serait favorable à ce qu'il intègre. Et il paraît que Gabriel Attal lui a plus de difficultés. Mais apparemment Bayrou a milité contre sa nomination. Écoutez, à un moment donné, c'est bien sûr que c'est vrai, mais à un moment donné, il va pas falloir nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Emmanuel Macron, il décide, il dit à Attal, ok, c'est lui et c'est lui. 8h33, merci.